Et oui, bonsoir et bienvenue à Radio Tom pour l'émission Le temps d'une quarantaine. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend? On a une bonne émission devant nous, même si moi, c'est pas une très grosse émission qui m'attend parce que elle est faite à moitié, je vous explique pourquoi. Vous saviez qu'à 20h15, j'ai mon entrevue avec Monsieur Jean-François Simard. Eh bien, dans le fond, l'entrevue a été pré-enregistrée avec lui cet après-midi. Pas rencontré. J'ai eu mon entrevue avec Monsieur Simard cet après-midi à 16h. Et puis, j'ai enregistré ça. J'ai enregistré ça et je fais le montage. J'ai fait le montage pour le diffuser avec vous ce soir. Bon, Monsieur Simard m'a dit comme de quoi quelques personnes de son entourage allaient sûrement écouter l'émission. Excusez-moi, on peut pas vraiment regarder la radio. Alors, si vous êtes quelqu'un proche de Monsieur Simard, alors je vous salue. Bienvenue sur ma radio. Et puis, en espérant vous compter sur mes fidèles auditeurs. D'ailleurs, je salue tout le monde qui m'écoute et qui continue à m'encourager par rapport à ma radio. Donc, très hâte de vous présenter l'entrevue à 20h15. Sans oublier qu'à 20h30, ça va être la chronique d'Antoine Girard. Et après la chronique d'Antoine Girard, à 20h35, je vais vous annoncer qui sont les invités de la semaine prochaine. Je vais parler qu'il y en avait un gros qui s'était booké. Préparez-vous. D'ailleurs, vous saviez déjà que mardi prochain, je l'avais annoncé en début de semaine, que c'est David Gagné qui va être là. Donc déjà, vous avez un invité là, que vous savez déjà mardi prochain, David Gagné. Mais je vais vous annoncer les 4 prochains à la fin de l'émission à 20h35. Alors sur ça, on va tout de suite y aller avec l'actualité du jour par rapport à ce qui s'est passé un peu partout dans le monde, au Québec et au Canada. Alors on va commencer par notre fameux Québec qu'on aime tant. Alors, au Québec, on a appris qu'on est rendu à 6101 cas. Donc, c'est une augmentation de 583. Sinon, par la suite, on a appris que du côté... il y en aurait 61 qui sont décédés. C'est une augmentation de 25. Et puis, comment je pourrais vous dire ça? Oui, il y a eu 25 décès de plus. Vous allez dire c'est beaucoup, il me semble. Mais c'est pas 25 qui se sont fait hier. Donc, c'est pas des personnes qui sont mortes, je veux dire, dans la même... je pourrais dire ça. 25 personnes qui sont décédées hier. Il y en a qui étaient déjà décédés. Ils avaient des doutes. Peut-être c'était le coronavirus. Et puis finalement, ça s'est révélé vrai après avoir fait les tests que ces personnes-là souffraient malheureusement du coronavirus. Donc, c'est ce qui ressemble un peu au niveau des chiffres qui ont été annoncés. On a appris aussi que 429 étaient hospitalisés. 122 étaient aux soins intensifs. Alors, ça ressemble à ça. La région de Montréal, c'est encore la plus touchée. Et de loin, pas à peu près aussi. 2837 cas à Montréal. 29 morts. Donc, il y a vraiment la région à éviter si vous devez vous déplacer. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a quand même une bonne douzaine de régions qui sont fermées. Il y en a 9 complètement fermées. Il y en a 3 que c'est certains territoires. Là, je vous en avais parlé en début de semaine et au courant de la semaine des territoires et régions qui avaient été fermées par le gouvernement du Québec pour protéger ces communautés. Donc, ce qui est annoncé aujourd'hui par le gouvernement, c'est qu'on a su que M. Legault, demain, va prendre une petite journée de congé bien méritée. Alors, il ira se promener, sûrement prendre une marche, alors profiter de sa journée. Et puis, ça ressemble à ça. Ça va être la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Madame Geneviève Guilbeault, qui va le remplacer comme samedi dernier pour nous annoncer les nouvelles par rapport au COVID-19. Bon. Par la suite aussi, M. Legault nous a annoncé que mardi, il va sortir ses prédictions, un peu comme a fait l'Ontario avec Doug Ford. Doug Ford, pour ceux qui ne savent pas, c'est le premier ministre de l'Ontario, donc il fait le même rôle que M. Legault, mais il dirige l'Ontario à la place. Donc, il va faire un peu ses prédictions sur si on n'avait rien fait, voici les chiffres qu'on aurait eu, si ça continue comme on le fait, on va avoir tant de morts, les prédictions... etc. Donc, comprenez un peu le principe que M. Legault est supposé nous présenter mardi soir. Donc, pas mardi soir, excusez-moi, juste mardi dans la journée. Là. Donc, mardi soir, là, ça va être un bon sujet d'actualité de dire ce que M. Legault va nous avoir annoncé. Ça ressemble un peu à ce qui est annoncé au Québec. Ça fait le tour. Il n'y a plus de grosses annonces de fermeture. Comme je vous ai dit, il n'y a plus de grandes fermetures qui se font. Je vous rappelle que cette fin de semaine, si vous avez à faire votre épicerie, allez-y demain. Parce que les épiceries sont fermées tous les dimanches du mois d'avril pour donner congé à tous ceux qui travaillent dans nos épiceries qui méritent un bon congé parce qu'ils font un très bon travail, ceux qui travaillent dans nos services essentiels. Il va juste avoir les pharmacies et les dépanneurs qui seront ouverts les dimanches, mais tout ce qui est pharmacie, supermarché sera donc fermé à tous.
Bon, maintenant, si je vais du côté du Canada. Au Canada, on est rendu à 12 389 cas. Donc, c'est beaucoup plus de cas qu'hier. Je pense quasiment 1000 de plus. On est rendu à 208 morts aussi. La province de Québec reste la plus touchée, évidemment, avec 6101 cas. Là. C'est quand même près de la moitié des cas au Québec. Mais comme je vous l'avais déjà dit, c'est normal. On a eu la semaine de relâche. Le gouvernement Legault l'avait dit aussi qu'il ne fallait pas se surprendre par rapport à ça. Donc, ce sont des choses qu'on devait s'attendre. Bon. Par la suite, on a l'Ontario qui nous suit avec 3255 cas. La Colombie-Britannique qui, eux, sont à 1121 cas. Donc, ça ressemble à ça. Là, ça reste les trois mêmes provinces qui sont avec le plus de cas. La Colombie-Britannique a quand même beaucoup augmenté là, comparativement à ailleurs, là, presque une centaine de cas de plus. Et l'Ontario aussi, là, presque 1000 cas de plus. Là. Donc, les deux provinces ont beaucoup augmenté. Le Québec, c'est sûr qu'on a 583 de plus, c'est un petit peu moins qu'hier. Mais au niveau des morts, plus 25. Comme je vous dis, c'est pas tout du monde qui sont morts hier. Il y en a certains qui savaient pas de quoi ils étaient morts. Ils ont fait des enquêtes et ils ont fini par le trouver. Bon. Ce matin à 11h15, M. Trudeau a annoncé que l'armée canadienne irait dans le nord du Québec, dans le coin du Nunavik, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est près du Nunavut, ça le dit proche, c'est près de la baie d'Hudson, et puis l'armée va aller là pour protéger les communautés en détresse, pour les empêcher de ne pas, qu'il n'y ait pas une contamination du coronavirus, parce que ces communautés-là vivent très proches, et il suffit qu'il y ait 2-3 personnes qui ont le corona pour que ça contamine toute la population. Donc, l'armée canadienne se rend dans le nord du Québec. Donc, pour ceux qui pensaient que l'armée s'en venait à Québec, à Montréal ou n'importe où, là, nommez-moi d'autres villes au Québec, là, non, c'est juste dans le nord du Québec. Donc, si vous habitez dans le Nunavik, ben, ne soyez pas surpris de voir débarquer de l'armée. Bon, c'est ce qui fait le tour un peu de ce qui est politique, on peut Québec-Canada. Maintenant, je vais vous parler de Dominique Champagne. Je ne sais pas si vous savez c'est qui. Je pense que, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, vous devez savoir c'est qui. Dominique Champagne, c'est lui qui a fait le fameux pacte pour l'environnement. Donc, peut-être ça vous dit quelque chose. Il est très pro-environnementaliste. Il supportait Greta Thunberg dans son initiative de faire des marches pour l'environnement. Il a été à la marche de septembre. Il est allé mettre de la pression sur les gouvernements. Donc, vraiment un homme qui, lui, veut du changement au niveau de l'environnement. Pourquoi je parle de lui? Eh bien, on a appris hier soir que M. Dominique Champagne a testé positif au COVID-19. Donc, Dominique Champagne, il réside à Montréal, évidemment, la région la plus touchée. Donc, l'homme militant pour le coronavirus a malheureusement contracté le nouveau coronavirus. Donc, écoute, je souhaite que cet homme se rétablisse bientôt. Même si je ne suis pas très... Je veux dire, tu sais, je suis pas un activiste environnementaliste comme lui, mais écoute, je souhaite qu'il se rétablisse. On souhaite le coronavirus à personne. Donc, vraiment, bon rétablissement à Dominique Champagne. Bon. Maintenant, je vous avais parlé hier des équipements qui avaient été un petit peu détournés vers les États-Unis, que finalement, ça aurait été une erreur informatique. Dans le fond, je vous expliquais que des masques, admettons, qui partaient de Chine, destination de la France, les avions ont été détournés vers les États-Unis, et que le Canada s'était fait déporter des masques et d'équipements médicaux vers les États-Unis. Bon. Aujourd'hui, c'est pas des histoires vraiment de détournement qui ont sorti. C'est plus sorti hier soir. Mais c'est un article du quotidien, je crois, ou de la presse plus. Il faudrait vraiment que je retrouve le lien. Mais c'est par rapport... le quotidien, exactement. Donc, le quotidien a pas annoncé, parce qu'on peut se révéler, qu'il y avait eu une arrestation d'un homme de 43 ans à New York, donc dans l'état du New Jersey aux États-Unis, et que lui, là, au total, il y avait pour 192 000 masques N95. Là, des masques N95, c'est des masques un peu... pas ceux qu'on voit dans les hôpitaux, mais souvent, ceux qui travaillent comme mécaniciens vont s'en mettre pour travailler, faire du travail sous les voitures, sur les voitures. Je serais pas capable de vous dire exactement le travail qu'ils font, mais des fois, on va voir des mécaniciens porter ces masques-là, ou des gens qui travaillent en usine, ou des gens qui travaillent vraiment des métiers plus manuels. Donc ça, c'est vraiment ces masques-là. Il y a un homme qui en avait pour 192 000 et qui les vendait pour une fortune. Il a vendu de l'équipement médicaux et des masques à un hôpital dans le coin de New York, là, je me souviens plus qui est l'hôpital en particulier, mais un hôpital à New York qui lui a payé pour plus que 700% du prix. Donc là, on m'a vendu ça 7 fois plus cher que le prix original. Donc vraiment un type de fraudeur qui, dans le fond, lui,
Ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait acheté du... Je sais pas comment il a eu ça, mais cet homme-là, c'était des produits qui étaient destinés pour aller au Québec et en Ontario. Et cet homme-là le vendait sur le marché noir. Donc l'homme a pris de l'équipement médicaux du Québec, de l'Ontario, et puis il a vendu ça sur leur marché noir. Donc il y a quelque chose d'illégal. Heureusement, la police est intervenue. L'homme est arrêté. Pour combien de temps il va être en prison? Incapable de vous le dire. Ça va être au juge de prendre cette décision-là. Je n'ai pas un cours en droit et je n'ai pas fait mon barreau non plus. Mais c'est ça. Donc, l'homme en question a été arrêté. Un homme de 43 ans. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'un homme de 43 ans qui a du vécu dans la vie fait ça? C'est une drôle de passion. Mais écoutez, il y a beaucoup de monde qui s'avère à faire des activités un peu illégales de ce temps-ci. On l'avait vu, je sais pas si vous aviez entendu ça à JE, mais il y avait une journaliste qui, elle, a surpris, dans le fond, ceux qui travaillent, pas ceux qui travaillent, mais ceux qui revendaient du Purel, du papier de toilette et tout ça, mais ils vendaient vraiment des prix abusifs. 2 bouteilles de Purel pour 200$. Donc c'était vraiment un petit peu... abusé. Et puis la journaliste justement se rend, va voir les gens et dit pourquoi est-ce que vous n'avez pas, pourquoi vous vendez ça, c'est illégal, et les gens répondent je vais vous poursuivre en cours. On se cachera pas que ça risque plus d'être eux qui vont se retrouver contre ça en cours, mais en même temps la cour, je pense pas qu'ils ont le temps de juger des gens qui vendent des bouteilles de Purel à 200$ en ce moment. Bon, c'est ce qui fait le tour dans mon petit 10 minutes d'actualité. Ça ressemble à ça, mais juste avant d'aller en musique, puis par la suite, je vous rappelle qu'à 20h15, on va voir l'entrevue avec. Pardonnez-moi, on va avoir l'entrevue avec Jean-François Simard, député du comté de Montmorency. Une excellente entrevue, sérieusement, là, pour l'avoir faite. Là. Quel homme inspirant! Il a un gros parcours politique. Là. Cet homme-là qui a commencé sa carrière politique en 1986, là. Et puis, dans des conseils étudiants, il a fait les parlementaires jeunesse. C'est vraiment, après ça, il est allé chez les jeunes libéraux fédéraux, s'est rendu au Parti québécois et maintenant à la CAQ. Alors, Monsieur Simon, une excellente entrevue que j'ai bien hâte de vous faire entendre. Mais juste avant d'aller en musique, je vais vous faire une petite pub pour... je l'avais faite la semaine dernière, mais je vais la faire pour Québec Océan. Donc, la poissonnerie de mon oncle Sylvain. Salut Sylvain, je te salue. Mon père est venu chercher des sushis tout à l'heure. Oui, parce que ce soir, j'ai mangé d'excellents sushis chez Québec Océan. C'était très, très bon. Alors, merci encore Québec Océan pour ça. Je vous encourage, si ça vous tente, allez les voir, allez les encourager. Ils ont du bon crabe frais qui arrive et des crevettes non écaillées pour aller manger ça. Donc, il y a vraiment là, un délice cette poissonnerie. Sur ça, on va y aller en musique avec une demande spéciale de Vicky Routier, qui est ma tante. Alors, elle m'a demandé une chanson des 3 accords. Elle m'a dit, choisis, mais je veux une chanson des 3 accords. Alors, je vous présente Ouvre tes yeux, Simon, parce que pour la soirée québécois, on reste au Québec. Alors, encourageons nos artistes québécois. Alors, allons-y avec Ouvre tes yeux, Simon, une demande spéciale, une chanson des 3 accords pour Vicky Routier. Alors, Vicky, je te fais jouer Ouvre tes yeux, Simon, des 3 accords. Ouvre tes yeux quand tu chantes, ouvre tes yeux.
en avant. Car ce n'est pas toujours dans d'autres univers que se déroulent les meilleurs romans. Quand j'ouvre les yeux, je vois la beauté qui m'entoure. Je croise plein de regards, je reçois plein d'amour. Je vois des garçons que j'ai connus à l'école, et ça ne me dérange plus d'oublier mes paroles. Ouvre tes yeux, Simon, ouvre tes yeux quand tu chantes. Ouvre tes yeux, Simon, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, Oh, j'avais les yeux fermés. ouvre tes yeux quand tu Maintenant, chantes. je vois. Ouvre tes yeux, Oh, maintenant je vois. ouvre tes yeux. Et quand je chante, Ouvre tes yeux, Simon, j'ouvre les yeux quand je chante. Ouvre tes yeux, Simon, j'ouvre les yeux. ouvre tes yeux, Simon, ouvre tes Et je yeux chante quand avec tu les yeux chantes. Ouvre ouverts. tes yeux, Simon, J'ouvre les yeux. Et je chante avec les yeux ouverts. Oh. Eh oui, ouvre tes yeux, Simon. Quelle bonne chanson. D'ailleurs, s'il y a un Simon qui écoute à soir, ben, ouvre tes yeux, mon homme. Je salue vraiment s'il y a un Simon, là, sérieusement, cette tune était pour toi. Alors, ben, on arrive déjà à l'entrevue de 20h15. Comme je vous ai dit, ben, ce soir, elle est pas en direct, donc c'est sur rediffusé. Je salue tous ceux qui connaissent Monsieur Jean-François Simard et qui vont écouter mon entrevue puis qui sont en mon émission pour la première fois. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait un plaisir de vous recevoir. Et puis ben, pour ceux qui me suivent depuis le début, ben, on va y aller avec l'entrevue de 20h15, même s'il est rendu plus 20h16. Mais je vous présente l'entrevue que j'ai eue avec Monsieur Simard plus tôt cet après-midi à 16h. Alors à 16h, j'ai eu une entrevue téléphonique avec Monsieur Simard. Je vous fais entendre ce que ça l'a donné. Alors bonne écoute tout le monde. Donc bonjour Monsieur Simard, vous allez bien? Bonjour, M. Beauchemin, ça fait un immense Vous plaisir. faites de la politique, vous, depuis plusieurs années. Ça fait combien de temps que vous avez commencé votre carrière? Je dois vous avouer que avant d'être député, j'ai eu la chance d'être brièvement attaché politique. Puis avant d'être attaché politique, j'ai longtemps été militant. Donc, je viens d'une famille qui faisait de la politique, qui était très engagée socialement, là, pas juste en politique, dans le domaine communautaire, paroissial, puis tout ça. Fait que, donc, j'ai toujours un peu baigné dedans. J'ai l'impression là, un peu comme Obélix, d'être tombé dedans quand j'étais petit. Là. Très bon, très bon. Bon, c'est quoi qui vous a motivé, en fait, à faire de la politique? Y a-t-il un élément déclencheur ou c'est vraiment parce que votre famille est impliquée, comme vous m'avez dit tantôt? Ben, c'est ça. Je pense que c'est un peu drôle à dire, hein, mais il n'y a pas eu une journée. Je me souviens pas d'une journée en particulier où je me suis dit, bon, ben là, à partir de maintenant, je m'engage en politique. Ça m'a comme toujours un peu habité. Ça a comme toujours un peu fait partie de moi. J'étais toujours un peu engagé socialement, au niveau du sport, etc. Puis dans le fond, la politique, c'est un peu la continuité de ce que je faisais un peu naturellement, tu sais. Oui. Ah, très, très intéressant. Ben, vous avez dit que vous avez été attaché de presse. J'ai fait des petites recherches sur vous tout à l'heure en préparant les questions d'entrevue. Attaché politique, oui. Ouais, attaché politique, excusez-moi. Ouais, attaché ouais. politique. L'attaché de presse, dans le fond, c'est une forme d'attaché politique. Ok. L'attaché de presse est spécialisé dans les relations avec les médias. OK. Hein? Oui. Tandis que l'attaché politique, lui, travaille davantage les dossiers, OK. Parfait. sans être forcément en lien avec les médias. OK, parfait. Vous avez C'est un peu été... la différence entre les deux, au final. Vous avez été attaché politique de M. Jacques Parizeau de 94 à 95? Oui, en fait, dans l'année référendaire. Oui, donc vous avez vécu Puis, le référendum avec lui? Pardon? Est-ce que vous avez vécu le moment du référendum avec M. Jacques Parizeau? Oui, j'ai eu vraiment l'occasion de vivre ce moment-là, qui est un moment, c'est un moment inoubliable, hein, Oui. c'est un moment très important de notre histoire collective. Puis dans le fond, tu sais, la vie fait parfois drôlement les choses parce que je commençais mon doctorat, à faire mon doctorat en sociologie à l'Université Laval. OK.
Puis, tu sais, là, faut qu'on monte en 1994-95. C'est un tout autre monde social et politique. On était encore au balbutiement du web et des courriels. L'essentiel de la correspondance se faisait encore de manière manuscrite, avec des lettres, tu sais, une enveloppe, les timbres, tout. Et alors, j'ai un de mes amis que je connaissais très bien, je commençais mes études, puis il me disait, Jean-François, ça donne bien, t'es à Québec, on aurait un petit coup de pouce pour aider Mme Lapointe, donc qui était la conjointe de M. Parizeau, au niveau de sa correspondance, parce que surprenamment, elle reçoit énormément de courriers, on aimerait quelqu'un. Donc, j'ai commencé, aussi bizarre que tout se paraît, j'ai commencé à travailler au bureau du PN bénévolement pour aider Mme Lapointe au niveau de la correspondance. Puis petit à petit, je suis devenu vraiment employé au bureau du PN et puis j'ai pu travailler sur des dossiers davantage politiques. Moi, au début, j'ai commencé vraiment au niveau, comme on dit, là, au bas de l'échelle, là, sans grande... Bon, je m'occupais de répondre au mieux, trouver des réponses aux gens qui nous écrivaient. Oh, intéressant. Puis d'ailleurs, vous avez été député avec le Parti québécois de Montmorency à partir de 1998, je crois. Oui. Évidemment, entre-temps, M. Parizeau a démissionné suite à l'échec référendaire. Oui. Et c'est le grand Lucien Bouchard qui a repris les commandes du Parti québécois au lendemain du départ de M. Parizeau. Et il y a eu une élection générale en 98. Et puis, pour toutes sortes de raisons, j'avais eu à connaître M. Bouchard avant. Puis, j'y suis allé avec un immense plaisir. Pour moi, ça demeure encore, Lucien Bouchard, là, un très grand modèle politique. Là. C'est un des grands premiers ministres qu'on aura eu. Moi, un excellent politicien, ce dernier. D'ailleurs, en janvier 2002, vous avez été nommé ministre avec le gouvernement de Bernard Landry. C'était quoi votre ministère en particulier? En fait, il y a différentes importances dans les ministères, puis j'étais le plus jeune ministre du cabinet de Bernard Landry. Ah, félicitations. Puis, en fait, j'étais ministre délégué. Donc, on peut dire que tu as deux niveaux de ministres. Tu as les ministres d'État, les ministres seniors, qui ont des gros portefeuilles, c'est ceux qui dirigent de manière autonome, et tu as des ministres délégués qui sont des ministres de plein titre, mais en quelque sorte, qui travaillent en étroite collaboration avec le ministre d'État dont ils relèvent. Donc, tu as deux niveaux. Alors, moi, j'étais dans la seconde catégorie, j'étais ministre délégué et à l'environnement et à l'eau. Puis je m'occupais notamment d'une organisation qu'on appelle aujourd'hui, qui est encore très connue, qu'on appelle Recycle Québec. Oui. Qui s'occupe du recyclage, là, et j'ai eu l'occasion de piloter deux projets de loi novateurs en matière de recyclage et d'environnement lorsque j'étais ministre. Donc, je m'occupais d'autres organisations aussi, là. Et puis, durant mon mandat, j'ai eu l'occasion d'aller comme ministre à Johannesburg, comme directeur de la délégation québécoise, là, au sommet de la Terre qu'il y avait eu à cet endroit-là. Donc, c'est un souvenir inoubliable. Ah, très intéressant. Puis d'ailleurs, je pense que vous avez travaillé avec M. Legault lorsqu'il était ministre de l'Éducation. C'est ça que j'ai vu tantôt. Ben oui, ça. C'est que dans le fond, lorsque François Legault est nommé ministre de l'Éducation en 98, c'est un ministre, ça a toujours un adjoint. Oui. Qu'on appelle un adjoint parlementaire. Et cet adjoint-là, c'est un adjoint qui est nommé à même la députation. Et puis, M. Bouchard, à l'époque, m'avait dit, Jean-François, votant avec... en fait, je suis associé avec François Legault. Je me souviens très bien ce qu'il m'avait dit, vous êtes fait pour vous entendre. Puis, il n'aurait jamais si bien dit, finalement. Puis moi, ma relation d'amitié, là, avec François Legault, elle remonte à cette époque-là. Puis vous continuez vous travaillez encore avec M. Legault aujourd'hui, c'est quand même le premier ministre du Québec, donc vous avez continué à discuter même quand vous avez quitté la vie politique en 2003. Oui, on est resté quand même en lien étroit, puis quand François a décidé de fonder la CAQ, je me suis spontanément associé à lui, là, je suis dans
premiers membres signataires. On avait fait un manifeste, là, on était une douzaine, avec Charles Sirois qui avions signé un manifeste sur les grandes valeurs, dans le fond, qui animaient la CAQ. Donc, ça, c'était le mouvement citoyen qui, par la suite, s'est transposé en parti politique. Ah, très intéressant. Donc, vous avez été dans ceux qui ont fondé la coalition Avenir Québec. Oui, j'ai eu cette chance-là, cet honneur-là puis bon, la première campagne, j'ai pas été candidat. J'avais beaucoup d'engagements familiaux. J'avais une jeune famille, mais bon, j'avais eu la chance d'être sur le plateau d'Anne-Marie Dussault à 24-60 là, tout le long de la première campagne électorale pour représenter la CAQ. Puis bon, j'ai toujours tenté de m'impliquer au mieux là, de mes capacités. Puis finalement, en 2016-2017, là, quand il y a eu ça paraît très loin tout ça, mais à un moment donné, il y avait beaucoup de sondages. Oui. Puis Jean-Marc Léger disait les libéraux avec Philippe Couillard sont au pouvoir pour 1000 ans. On ne voyait pas la fin de la fin. Et à ce moment-là, j'ai décroché le téléphone, j'ai dit à François, écoute, compte sur moi si tu as besoin de moi pour être candidat à la prochaine élection. Le coûte que goutte, bon ou pas bon sondage, je serai là, il faut qu'on passe à autre chose. Le Québec est mûr pour autre chose, aspire à autre chose. Et puis, finalement, les sondages se sont tellement améliorés que on a fait élire il y a à peine 2 ans, 75 députés quand même. C'était une élection, une élection de recadrage politique en quelque sorte. Oui, c'était une élection qui a vraiment surpris les prédictions du gouvernement minoritaire. Finalement, vous avez remporté, puis haut la main. En fait, on a remporté haut la main. C'est ça un peu le paradoxe de notre système électoral, c'est qu'on a remporté haut la main en termes de nombre de comtés. Oui. Il reste qu'on avait fait 37-38% au niveau du vote populaire global. Et c'est une des réflexions qui nous alimente dans la volonté sur la réforme du système électoral, notamment. Oui. D'ailleurs, avant d'être élu en 2018, vous avez comme pris une pause, pas une pause, je veux dire, mais vous n'avez pas été candidat entre 2003 et 2018. Vous avez été enseignant à l'Université du Québec en Outaouais. C'était en quel domaine que vous avez enseigné? Oui, c'est ça. En fait, après l'élection en 2003, j'ai eu une charge de cours. J'ai été chargé de cours à l'Université Laval, donc je donnais 2 fois le même cours dans la même session au département des relations industrielles. Et l'hiver suivant, j'ai décidé vraiment d'aller me rafraîchir un peu intellectuellement puis de me changer les idées. Donc, je suis allé dans une importante chaire de recherche à l'Université Louvain-la-Neuve, une chaire d'éthique économique et sociale. Puis de là-bas, j'ai vu un poste qui s'est ouvert à l'Université du Québec en Outaouais qui correspondait pas mal à mon profil. C'était une époque encore où il n'y avait pas énormément de postes de profs qui s'ouvraient. C'était pas une période facile pour dénicher un poste d'université. Alors j'ai appliqué, j'ai passé l'entrevue, j'ai gagné le concours, puis voilà, j'ai enseigné pendant 14 ans de temps à Gatineau. J'ai toujours fait la route Québec-Ottawa pendant tout ce temps-là. OK. Parfait. Vous êtes député de Montmorency en ce moment, mais en plus, j'ai lu que vous êtes président de la Commission des finances publiques. C'est quoi exactement ce poste-là? En fait, il y a un certain nombre de commissions à l'Assemblée nationale selon différentes thématiques. Environnement, économie, travail, santé, éducation, et il y a aussi l'administration publique, et il y a l'importante commission des finances publiques. C'est sans doute une des plus importantes commissions. J'enlève rien aux autres, mais c'est une importante commission. Et en fait, la plupart des projets de loi qui touchent des questions économiques, fiscales, passent par ce qui touche le Conseil du Trésor, notamment, passe par cette commission. Donc, j'ai l'honneur d'en être le président. Ah, intéressant. Bon, ça fait un peu le tour de votre carrière politique, mais en finissant, j'ai peut-être une petite question à vous poser par rapport au COVID-19, parce qu'on est quand même pris dans cette crise-là. Si les gens continuent à écouter
ce que vous demandez votre gouvernement avec M. Legault, rester à la maison, respecter le 2 mètres, se laver les mains pendant 20 secondes, est-ce que vous pensez que la crise pourrait se régler quand même bientôt, là, que ça va pas s'éterniser pendant 6 mois? Ben, évidemment, je voudrais qu'elle s'arrête tout de suite si j'en avais la possibilité, hein, comme ceux qui nous écoutent sans doute. Oui. Mais il va falloir être patient. C'est pas demain matin que ça s'arrête. Non, c'est sûr. Bon, ben, il faut suivre les points de presse de M. Legault. Déjà, mardi prochain, il va annoncer un peu là, des tendances qui pourraient se dessiner. C'est ça tout à l'heure, hein, comme vous l'avez vu sans doute à la conférence de presse. Donc, on en saura davantage mardi. Mais l'important, je pense que l'important, là, comme tu disais très, 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 très bien, c'est que, tu sais, dans le fond, là, on mène le combat. Oui. Puis, on a une armée là, pour mener ce combat-là. C'est les Québécois. C'est 8,5 millions de Québécois qui font partie d'une armada pour combattre le COVID-19. Puis si chacun on fait notre part, il y a comme un devoir civique là-dedans. Si on fait notre part de distanciation, là, au moins 6 pieds ou 2 mètres, si on se lave les mains là, le plus souvent possible, je sais que c'est plate de rester à la maison, puis d'éviter les déplacements, puis fait que c'est long, puis qu'on peut s'ennuyer, mais ça fait partie un peu de nos devoirs. Puis d'ailleurs, moi, là, Thomas, je te félicite pour cette extraordinaire, la très, très, très belle initiative que tu fais pour essayer de t'occuper, mais essayer en même temps de te donner une expérience concrète de la communication, de la radiophonie, de la radio web. C'est extraordinaire là, ce que tu fais, c'est extraordinaire ce que tu acquiers. Puis là, on est en redifféré. Là, on est malheureusement pas en direct. Oui, aucun problème pour ça. Ce soir, là, il y a des filles qui vont t'écouter, il y a des gens de mon bureau qui vont t'écouter, il y a probablement peut-être même ma mère qui va t'écouter. Oh. Alors, je salue votre mère. Je voulais te féliciter. Salut, maman, en passant. je voulais te féliciter. Je trouve ça, quand tu m'as contacté, j'ai trouvé ça le fun. Oui, mais merci. J'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. Puis, écoute, t'as peut-être une belle carrière radiophonique devant toi, puis je te la souhaite. Ben, merci beaucoup, monsieur Simard. C'était une excellente entrevue. J'ai vraiment adoré. Puis en plus, je vous avais dit 10 minutes, mais comme vous m'avez dit, on a dépassé pour 15 minutes. Bon, ben, écoutez, c'est fantastique. Puis, je dis bonjour à tout le monde en passant. Oui. Si vous avez besoin d'un coup de main, s'il y a quelque chose que je suis en mesure de faire, évidemment, je suis pas un magicien, on peut pas tout faire, mais si je peux aider ceux qui vous écoutent d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas qu'ils hésitent à me contacter au bureau de comté. C'est bon, ben merci beaucoup, monsieur Simard, pour cette super entrevue, puis continuez votre bon travail, faites un excellent travail comme député, puis vous avez une carrière politique qui m'inspire beaucoup, parce que j'aimerais ça me présenter plus tard, puis sérieusement, vous êtes un homme qui a une belle histoire. Ben, je te le souhaite, Thomas, je te le souhaite. Ben, merci. Très bientôt. Merci beaucoup à vous aussi, au revoir. Donc, bonjour, monsieur Simard, vous allez bien? Et voilà, ben c'était l'entrevue que j'ai faite cet après-midi plus tôt avec monsieur Simard. Alors ben il est déjà 20h32, on est 2 minutes en retard. Oui, c'est bon, ça roule ce soir. Ce sera pas bien long, je vais nous mettre avec Antoine en communication, puis dans 2 petites secondes on va être avec lui. Bonjour Thomas. Ah ok. T'inquiète. Alors on est avec Antoine. Salut Antoine, ça va bien? Oui, comment ça va, Tom? Ah, moi, ça va bien, papa. Puis, y a-tu bien de l'actualité qui a retenu ton attention cette semaine? Ah, ben, quand même un peu, là. J'ai des nouvelles. Ben, j'ai 2 sujets que je vais parler pour ma chronique de ce soir. OK. Bon, ben, je vais me lancer. Alors, l'entreprise Carex BHD, située en Malaisie, est la plus grosse compagnie de fabricants de condoms. Elle fabrique 20% des condoms à travers le monde, puis elle produit de plus de 5 milliards de condoms à chaque année, et on produit 5 à chaque seconde. Mais cependant, par contre, l'entreprise n'a pas produit de préservatifs pendant
Ça fait une semaine qu'elle n'a pas produit des condoms dans ces 3 usines depuis une semaine à cause des mesures de confinement imposées par le gouvernement selon Global News. On estime un déficit de 100 millions de condoms depuis la fermeture des usines. L'entreprise qui fait affaire avec la marque Durex, puis ça approvisionne, excusez-moi, aussi les divers bureaux de santé dans le monde. Puis aussi probablement avec les écoles secondaires, comme à Québec, qui les fournissent aux élèves gratuitement. Ouais. Par contre, Carex BHD, vendredi, a obtenu une exemption lui permettant de reprendre ses activités, mais seulement avec 50% de ses effectifs. Le directeur général Go Miadgot affirme que ça va être difficile de répondre à la demande avec un effectif réduit, sans compter aussi le temps qui sera nécessaire pour relancer la production. Et selon lui, il va y avoir une pénurie mondiale de condoms à l'échelle mondiale. Puis cette pénurie-là, elle va avoir des conséquences comme affecter les programmes humanitaires dans le monde, particulièrement en Afrique, et la surpopulation aussi pendant des mois durant. Donc ça pourrait faire un deuxième baby boom dans le fond. Oui, exactement. Ce qui aiderait le avec le bas taux de natalité qu'on a comparativement aux autres pays. Ouais, c'est sûr. Ça s'était calmé, mais ça pourrait augmenter dans le fond, c'est ça que t'es en train de dire. Ouais, pas en blague, là, tu sais. Oh oui. Mais t'en penses quoi que si vraiment on manque de condoms, ça pourrait être dangereux selon toi? Bien sûr, comme des pays comme l'Afrique, tu sais, qui ont une grande population, ça pourrait être dangereux aussi, là. Ah oui, c'est sûr. Surtout que, tu sais, la Malaisie, c'est un pays touché, c'est le pays le plus touché de l'Asie du Sud-Est, avec 3300 infections et 53 décès. Donc, tu sais, c'est pas prêt de recommencer la production, là. Non, c'est sûr. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres nouvelles qui avaient retenu ton attention? Oui, en effet, j'en profiterai pour parler d'un incident qui s'est déroulé à Londres mardi. Adam Lewis, un homme de 55 ans, il s'est fait contrôler. Les faits se sont produits mardi. En fait, le policier désirait le fouiller. Puis Adam Lewis a crié sur le policier et puis il a dit je suis positif à la COVID. Je vais te tousser au visage et tu l'auras. Puis par la suite, tu sais, un peu sauvagement, il a touché, en fait, il a toussé volontairement sur l'agent avant d'essayer de lui cracher dessus et de le mordre. Selon le communiqué de la police, c'est rare, je dirais. Puis après ça, il a tenté de lui infliger des graves dommages corporels. Mais, puis là, au moins, il a été condamné à 6 mois de prison pour une agression. C'est un membre des forces de l'ordre. Okay. C'est un policier lui-même? Non, il y a. Adam Lewis, c'est pas un policier. Ok, c'est bon. Puis ça, toi, t'en penses quoi que quelqu'un ait fait ça? Est-ce qu'il méritait le 6 mois de prison? Moi, je pense que, il aurait pu avoir plus. Puis ça démontre que les policiers, ils ont intérêt à se protéger, car, mais tu sais, rendu là, ça peut être mortel, là. En espérant que ça arrive pas au Québec, là. Faut prendre ça à la légère, là. Non, je pense j'y aurais donné plus. Fait que selon toi, le juge aurait dû donner plus que 6 mois, au moins 1 an. Ouais. Intéressant. Toi, t'en penses quoi? Ben, moi, ce que j'en pense, c'est que sérieusement, il l'a mérité parce que, tu sais, aller cracher dans la face d'un policier, le frapper, le menacer de frapper, pis tout, c'est pas correct. Fait que oui, il méritait la prison, pis ouais, je devrais peut-être donner 8 mois, mettons. Ouais. C'est surtout qu'il y avait le COVID-19, là. Non, c'est sûr. Ben, il l'avait-tu vraiment ou c'était plus juste pour faire Non. C'était juste pour que, faire réagir. Bon, merci Antoine, ça fait déjà le tour de notre 5 minutes d'actualité. Oui, excellent. Puis, c'était pas trop pire? Bon, pas trop pire, là. Parfait, ça. Ben, merci beaucoup, puis je te dis à la semaine prochaine, vendredi soir. Oui, c'est bon. À la prochaine. Salut Antoine, prends soin de toi vendredi. Toi aussi. C'était Antoine Girard qui est avec nous. Ce sera pas bien long, je vais me remettre dans le mode normal. Alors, c'était Antoine qui était là pour
sa fameuse chronique que vous commencez à connaître, sa deuxième chronique ce soir à 20h30. Alors 20h38, c'est déjà la fin de l'émission et déjà la fin de la semaine. Bonne fin de semaine tout le monde, on est vendredi. TGIF, thanks God it's Friday. Bon, avant de finir mon émission, je veux vous annoncer qui seront mes invités de la semaine prochaine. Lundi soir, Noémie Lessard, une de mes bonnes amies qui sera là avec nous. Mardi, on va avoir David Gagné, excusez-moi, je cherchais son nom de famille, excuse-moi David. Que je vous avais déjà annoncé là, en début de semaine, qui avait été déplacé pour Monsieur Simard, était supposé être ce soir, mais finalement ça sera ce mardi. Mercredi soir, gros invités. Là, hier, là, j'étais content de l'avoir eu, puis je vous avais dit, j'ai signé, mais j'ai réussi à avoir un invité avec moi, puis je suis vraiment content. Je vous annonce que cet invité-là, mercredi soir, c'est Kevin Marquis. Et oui, la fameuse chanson Propage l'info, pas le virus. J'ai écrit sur Instagram, j'ai demandé « Hey Kevin, tu sais, je suis un fan de toi, j'ai une émission de radio, puis j'aimerais ça t'avoir. » Puis je l'avais déjà rencontré il y a 2 ans hein, au Club Jouet, lorsqu'il avait sorti Joke de Papa, parce que j'avais vu, ils sont à Québec, pourquoi pas aller les voir. Donc je suis allé rencontrer lui et Andrew au moment de Joke de Papa, et puis très sympathique. Donc on va voir Kevin Marquis avec nous mercredi soir, alors très hâte d'avoir Kevin Marquis. Jeudi soir, Sébastien Drouin, mon gérant au Sport Expert, qui va venir nous parler de comment est-ce qu'il vit ça, lui aussi, le confinement, la quarantaine, le coronavirus et tout ce qu'on vit en ce moment. Donc, vraiment hâte aussi d'avoir Sébastien avec nous. Par la suite, ça ressemble à ça. Et vendredi soir, on va avoir Annie Gagnon, qui est technicienne en service de garde. Elle a travaillé dans les services de garde d'urgence cette semaine. Et puis d'ailleurs, ça donne que c'est ma mère, donc j'ai vu de quoi ça a l'air. Et puis elle va venir nous parler de comment est-ce qu'elle a vécu ça, et puis comment elle vit ça en ce moment, la quarantaine, le confinement, et puis est-ce que c'est si pire que ça les services de garde d'urgence. Alors ça ressemble à ça mon planning d'invité. Alors je répète, lundi soir Noémie Lessard, mardi David Gagné, mercredi Kevin Marquis, jeudi Sébastien Drouin, et finalement vendredi Annie Gagnon. Bon, c'est ce qui met fin à mon émission, ce qui met fin à la semaine aussi. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette 2e semaine. Je remercie tous les auditeurs. Si vous étiez des nouveaux auditeurs, comme j'ai dit tout à l'heure, vous connaissiez Monsieur Simard, très content de vous avoir eu. Au plaisir de vous retrouver bientôt, peut-être lundi, qui sait. Et puis, pour mes fidèles auditeurs, merci beaucoup. Et puis, je dis à tout le monde, bonne fin de semaine. Merci beaucoup d'être là. Et à lundi tout le monde. Salut!